Bonsoir Edmond, bonsoir Gérard, Bon, bonsoir tous les participants. Merci d'être présents ce soir. Nous avons un webinar de très belle facture. Je viens de m'entretenir avec le docteur Edmond Binas. Comment réussir votre journée de travail? Vous avez été plus de 144, je crois, à vous inscrire pour ce webinar, ce qui démontre un intérêt pour cette thématique. Je vous présente Edmond très brièvement comme d'habitude, mais c'est un immense plaisir de le compter parmi nos partenaires avec la BGDS et la BOCA. C'est un partenariat qu'on a lancé il y a déjà 3 ans où tous les 3-4 mois, on fait des webinars ensemble, des newsletters et on rentre en contact avec vous. La BGDS qui a été fondée par Edmond est le leader européen de la formation en management de cabinets dentaires à accompagnement des praticiens. Ce soir, à nos côtés, notre fidèle Gérard, que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, puisque c'est un clinicien qui fait partie du laboratoire en tant que consultant clinicien depuis maintenant 12 ans. Je vais vous laisser la parole. Je suis désolé d'être dans des conditions telles dans ma voiture. Je n'arrive pas à me connecter à mon ordinateur, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien des conseils d'Edmond et n'oubliez pas, si l'un de ces modules vous intéresse, rendez-vous sur sa plateforme BGDS et au travers des codes, comme on vous les envoie lors de la newsletter, de l'envoi de la newsletter, la BOCAS, vous pouvez bénéficier de services et remises supplémentaires. Edmond, je te laisse la parole. merci Greg. Eh bien, bonjour à tous. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui est un thème qui est particulièrement intéressant puisque ça concerne toute l'équipe et que tous les cabinets sont concernés. Et tout de suite, pour vous dire quelles sont les 3 façons de réussir sa journée de travail. Enfin, il n'y en a que 3 qu'il faut arriver à combiner. 1, mettre en place une organisation claire. Ça, c'est important, évidemment. Ça semble de base. Mais aussi avoir une bonne planification, c'est-à-dire une bonne gestion de son agenda et toujours être dans l'anticipation des problèmes éventuels. Et enfin, une communication optimale, c'est-à-dire que la communication vient toujours au secours d'un déficit de l'organisation ou de l'anticipation. Et ce qui est compliqué et délicat à réussir, c'est que les 3 doivent fonctionner ensemble. C'est et pas ou. Il nous faut et une organisation claire, et une bonne planification, un bon planning, et une communication optimale. Du coup, réussir sa journée de travail est ce que j'appelle un art. Ce n'est pas une science uniquement. Il y a des règles, évidemment, mais c'est beaucoup un art. C'est-à-dire qu'il faut jongler entre ces 3 branches de l'organisation, de la communication, et selon le cas, se focaliser plus sur l'organisation, dans d'autres cas plus sur la communication, et au bout du compte, c'est comme un jongleur, eh bien, être capable de lancer la bonne balle au bon moment. J'ai voulu démarrer ce webinaire en réfléchissant un petit peu à quels sont les éléments qui font que certaines journées de travail, eh bien, elles vont moins bien que d'autres. La première des choses, et on y reviendra un petit peu plus tard dans le cadre de l'organisation, c'est un début sans cadre. Pour nous, c'est un début sans réunion du matin pour organiser la journée. L'absence de réunion du matin, donc l'absence d'une analyse de la journée de travail en début de journée, génère un stress continu tout au long de la matinée, mais aussi tout au long de la journée. Donc, l'absence de réunion matinale, et je vais vraiment rentrer dans les détails tout à l'heure, est le premier élément qui peut faire dérailler une journée de travail. Alors, je sais que beaucoup de praticiens me disent « Oui, mais c'est du temps perdu, on arrive, ça me fait perdre la production, etc. » Non, pour nous, prendre du temps pour préparer sa journée de travail, c'est comme affûter sa scie. Affûter sa scie, c'est-à-dire qu'il y a un bûcheron qui scie un arbre, ici un arbre, arrivé au milieu de l'arbre, la scie s'encrasse,
mais il ne peut pas s'arrêter parce que sinon il va perdre une minute et il force, il transpire, il est tout rouge et il arrive au milieu, il n'y arrive plus, il est épuisé. Alors qu'il suffit d'enlever la scie, enlever les copeaux, aiguiser la scie, repartir beaucoup plus vite. Donc ce temps non productif, mais consacré à une meilleure planification de la journée, nous, c'est ce qu'on appelle du temps improductif investi. Le deuxième point qui fait dérailler une journée de travail, c'est des rôles dans l'équipe qui sont flous. Qui fait quoi? C'est probablement l'une des raisons les plus fréquentes des tensions au sein des équipes. Qui fait quoi? Qui gère le stock? Qui va réaliser les ententes financières aujourd'hui? Qui sera au secrétariat à tel moment? Qui gère la stérilisation aujourd'hui? Etc., etc., etc. Donc, dans le cadre de la réunion matinale, tous ces points peuvent être précisés. Il y a une autre source de tension importante, ce sont les allers-retours avec le labo. Là aussi, on va y revenir juste après, avec des délais où on s'est mal coordonné avec le labo et du coup, ça crée des tensions, des déficits dans l'ajustage et du stress permanent. Vous savez que en tant que praticien, il n'y a pas pire stress qu'un stress clinique qui relève d'un ajustement à réaliser en dernière minute, alors que théoriquement, vous prenez vos prothèses et elles rentrent facilement. Enfin, un autre motif qui fait dérailler la journée, c'est l'absence de souplesse dans le planning. Vous savez comment ça se passe? On a un planning qui est bien rempli et on part du principe que dans la mesure où les rendez-vous sont pris, plus rien ne doit bouger. En réalité, c'est une erreur de penser ça, parce qu'il y a toujours des imprévus dans une journée de travail. Et donc, il faut être capable de réorganiser le planning à tout moment au cours de la journée, voire dans certains cas, quitte à reporter certains rendez-vous qui étaient initialement prévus selon l'urgence qui vous tombe ce jour-là. Donc, ce sont en fait les détails de l'organisation qui projettent une image de grand professionnalisme auprès des patients. Et la qualité perçue par le patient est étroitement liée à la sérénité qui est engendrée par une bonne organisation et une bonne planification. Alors le plan qu'on va suivre, ça va être très rapide puisqu'on ne va pas dépasser l'heure, est le suivant. Donc après cette brève introduction, donc je vais expliquer en quoi consiste une organisation claire. Donc pour nous, ça va reposer sur des systèmes, des scripts et des protocoles. Nous verrons comment optimiser le lien avec le laboratoire de prothèses, comment avoir au sein des équipes, comment faire en sorte que chacun ait l'esprit organisé. C'est ce que j'ai expliqué avant l'esprit tac-tac, tac-tac-tac. Les choses, mais je vais l'expliquer tout à l'heure. Ensuite, dans une bonne planification, je développerai un peu plus en détail comment bien structurer votre journée dès la réunion du matin. Donc, on va vraiment regarder en détail cette réunion du matin. Il faut également être prêt à faire face aux imprévus. C'est-à-dire que dans votre réunion du matin, vous devez toujours avoir en réserve un plan B. Et avoir un plan B, c'est très important pour faire face aux imprévus. Et il y en aura toujours. Si je pars de ce principe-là que l'imprévu est inévitable, autant être préparé à l'imprévu et ne pas vouloir forcer à tout prix à rentrer dans le planning qui était initialement prévu au prix d'un stress qui soit très élevé. Et enfin, nous finirons par la communication optimale. Comment fluidifier la communication au sein de l'équipe? Alors là, je vous dis tout de suite, on a des formations qui durent presque un an là-dessus. Mais je vais surtout vous donner 3-4 points clés qui, pour moi, fluidifient réellement la communication au sein de l'équipe. Et enfin, on terminera par une petite conclusion. Donc, sans organisation, sans une organisation claire, 3 choses surviennent naturellement. À savoir, 1, la friction, c'est-à-dire des tensions, soit avec des patients, soit en interne au sein de l'équipe, de la confusion
Et je dirais, dans la confusion, il y a la course perpétuelle. Un cabinet dans lequel nous, en tant que consultants, nous rentrons et où on voit que tout le monde court dans tous les sens, ça nous indique immédiatement un cabinet qui a une certaine confusion à un moment donné. Donc, la course continuelle, à un moment donné, on peut avoir besoin d'accélérer, évidemment, mais lorsque toute l'équipe court dans tous les sens toute la journée, cela indique un dysfonctionnement en matière d'organisation. Et la sous-performance, c'est-à-dire que finalement, on est beaucoup moins efficace que si on était extrêmement organisé. Et là, comme le dit Peter Drucker, qui est un des pères du management en entreprise, le fonctionnement de toute entreprise exige une organisation claire. Un des problèmes là aussi, c'est que mettre en place une organisation, mais ça demande un peu de temps à un moment donné. Or, nous, en tant que dentistes, vous savez comment on est. On a l'impression que dès qu'on sort du fauteuil, on perd du temps. Or, prendre ce temps pour organiser, définir les rôles, rédiger des règles claires, c'est ce qui va vous faire gagner un temps infini dans un deuxième temps. Alors pour nous, créer le cadre dans notre méthode, c'est 1, les systèmes, 2, les scripts, 3, les protocoles. Alors, je vais passer vite, parce que vous connaissez déjà ça, j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, mais je voudrais le rappeler à chaque webinaire. Le premier de ces systèmes, c'est l'agenda. La gestion de l'agenda est un élément évidemment central dans le stress qui est ressenti au sein du cabinet. La gestion de l'agenda passe la définition de règles claires pour la personne qui prend les rendez-vous. Or, la plupart du temps, un des plus gros problèmes, c'est que le praticien intervient dans la gestion des rendez-vous. Et là, c'est là que commencent les problèmes, en fait. La plupart, nous, une des règles que nous mettons en place, c'est tenir le praticien éloigné du carnet de rendez-vous. Là aussi, quand je dis ça, Edmond qui se raconte comment on fait. L'important, c'est de bien former la secrétaire ou l'assistante et vraiment lui expliquer les détails de nos attentes et à un moment donné, la laisser faire. Parce que le patient, il sera moins exigeant avec elle qu'avec vous. Ensuite, deuxième système, ce sont les scripts. Le troisième système, la politique d'encaissement. Là aussi, elle doit être parfaitement définie pour être serein dans son fonctionnement quotidien. La présentation des projets de traitement, le management d'équipe et enfin, le pilotage du cabinet selon des indicateurs d'activité qui ne correspondent pas en fait à la comptabilité, c'est tout à fait autre chose. L'activité, ce sont les indicateurs qui mesurent votre efficience au quotidien. Alors, il faut savoir qu'il existe des systèmes pour tout. Vous pouvez inventer des systèmes pour ce que vous voulez. La première consultation, comment se déroule une première consultation, process, protocole, système, là aussi, la gestion des rendez-vous, la politique financière, je viens de dire la présentation des plans de traitement, le management d'équipe, la qualité du service et l'image, mais aussi, vous pouvez créer des systèmes pour la manière de répondre au téléphone, la façon dont un nouveau patient doit être reçu, comment vous souhaitez que votre salle de soins soit organisée pour chaque patient. On peut également mettre un système pour les points clés de la communication avec les patients, l'accueil, les ententes financières, la prise de rendez-vous, etc. Avec des scripts, donc, et la manière dont chaque procédure clinique doit être exécutée. Donc, vous voyez que les systèmes peuvent exister pour tout, et donc pas uniquement pour les aspects cliniques. Alors, sans système, c'est la variabilité qui va décider, c'est-à-dire le désordre est naturel sans système. Avec les systèmes, vous essayez de mettre de l'ordre dans votre journée. J'ai fait un tableau pour ça. Sans système, le stress et le chaos s'installent. Avec des systèmes, chacun sait quoi faire, connaît bien les règles de fonctionnement du cabinet et la sérénité arrive naturellement comme une conséquence. Sans système, vous devez faire confiance aux compétences des personnes. Et si une personne, à un moment donné, n'est pas bien ou quoi, la tâche peut être mal réalisée. Alors que l'idée, c'est de faire reposer l'organisation sur des systèmes, pas sur des personnes. C'est-à-dire que si demain, une assistante n'est pas là, elle est remplacée par une autre qui devrait fonctionner
de la même façon, sur le même mode, parce que le système organisationnel a été clair et qu'il a été transmis à la nouvelle arrivée. Temps perdu par la confusion, et dans l'autre cas, c'est le temps optimisé. Sans les systèmes, c'est de la tension dans l'équipe. Avec des systèmes, c'est la cohésion d'équipe. Et enfin, sans système, l'organisation est essentiellement basée sur l'oral. Donc, c'est basé sur ce que dit le praticien. Et il y a certaines évidences qui sont évidentes pour le praticien, mais qui sont loin de l'être pour l'équipe. C'est la raison pour laquelle, dans les systèmes, l'organisation doit être basée sur l'écrit. Et autre chose très importante, une fois que vous avez défini vos systèmes, chacun au sein du cabinet doit comprendre que les systèmes ne sont pas négociables. C'est-à-dire que j'avais un gros cabinet tout à l'heure au téléphone, un de nos clients, et il dit non, mais j'ai une de mes assistantes qui vient de me donner sa démission, elle n'arrive pas à s'entendre avec un des praticiens. J'ai essayé de la calmer. Non, mais le problème, c'est pas ça. C'est quelles étaient les règles. Lui avez-vous rappelé les règles de fonctionnement du cabinet? Non, mais elle est sympa et tout. Non, les règles, elles doivent s'appliquer à tout le monde. Et à partir de ce moment-là, l'organisation devient claire pour tout le monde. Edmond, pardon de te déranger. On a une question. Il y a quelqu'un qui demande, donc un des praticiens, un des participants, qui demande si tu promeus, toi, au sein des cabinets, l'organisation ISO pour solidifier justement ces process. Alors, j'imagine que ce praticien, vous pouvez lui poser la question, est un orthodontiste, non? Non, on n'a pas d'ortho ici. On n'a pas d'ortho. D'accord. Non, écoute, honnêtement, je connais très très bien la démarche qualité pour avoir essayé de la mettre en place dans énormément de cabinets. C'était en vogue il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, pour nous, maintenant, tout le monde peut pas être d'accord avec ça, évidemment. Nous, la chose si vous pouvez le faire, tant mieux, mais l'énergie que ça demande pour le mettre en place par rapport aux résultats pratico-pratiques qu'on obtient, pour nous, il y a un décalage. C'est disproportionné. Ça demande énormément d'énergie. Nous, on est plutôt sur une logique de canevas relativement simple. L'organisation, pour moi, dans un cabinet, ne devrait pas dépasser 10-12 pages, vous voyez, même pas. Ça peut être beaucoup plus simple. L'idée, c'est de donner les grandes lignes, de définir qui fait quoi, d'établir un manuel du cabinet et surtout de faire passer un état d'esprit dans le fonctionnement. Donc, je vous donne ma réponse, mais ça ne veut pas dire que sur ce coup-là, j'ai raison. La démarche ISO, c'est une démarche qui existe en entreprise depuis longtemps. Aujourd'hui, parce qu'on a eu plus posé les cabinets la question d'ortho, parce que les quelques cabinets qui ont été certifiés ISO 9001 et qu'on a eu comme clients, il y en a eu 3, il n'y en a pas eu 100 000. Enfin, à un moment donné, c'est très lourd. C'est très, très lourd. Donc, nous, on est pour quelque chose d'un peu plus léger et qui soit mieux accepté par les équipes derrière. Voilà. Bon, je continue. Ok, merci. Merci pour lui. Donc, après, on peut en parler à part, si vous le souhaitez, parce que c'est un sujet qui est compliqué aussi. Donc, deuxième partie de notre méthode pour l'organisation, les scripts. Alors, je vais passer très vite, on en a déjà parlé. Je rappelle juste que les scripts, ce sont des scénarios préétablis pour les communications, pour les situations de communication les plus courantes au cabinet dentaire. Accueil d'un nouveau patient, script. Prise de rendez-vous pour une urgence, script. Prise de rendez-vous, script. Qu'est-ce qu'on a encore? Gestion d'un patient mécontent, script, etc., etc. Nous, on a créé toute une série de scripts. Et les scripts, évidemment, il faut comprendre que ça n'est pas, c'est pas mécanique. C'est pas quelque chose qu'on va annoncer bêtement, mécaniquement. Non, l'idée, c'est de faire passer l'état d'esprit qu'on attend dans les rapports avec le patient. Et au bout du compte, tous les clients qui utilisent nos scripts, un classeur de scripts dans nos formations, nous disent en fait la réalité, c'est que j'utilise mes mots, mais l'état d'esprit, je l'ai compris. Et c'est ça qui est important de faire passer en réalité. Et une des choses très, très importantes, c'est que nous, dans notre système, aujourd'hui, nous considérons que la meilleure façon de gagner du temps, c'est d'avoir une bonne communication avec les patients, une communication
professionnelle. Et une communication professionnelle, en fait, fait gagner du temps. On est clair, on comprend la personne, on se fait comprendre, on donne une information complète, transparente. Et là, comme par hasard, il y a beaucoup moins de tension derrière. Je fais très, très simple, hein, mais globalement, c'est utiliser un langage clair, passer du temps à bien écouter pour comprendre la personne en face et ensuite répondre clairement. Or, 1 minute pour vous le dire, 10 ans pour y arriver, hein, parce que facile à dire, plus dur à faire. Hein. Il y a les protocoles, enfin les protocoles concernent beaucoup tout ce qui est tâches techniques, hein, pour la stérilisation, les baquets cassettes, voilà, on a, qu'est-ce que j'ai mis, les plateaux standardisés, le vrai travail à 4 mains, ça par exemple pour moi, le vrai travail à 4 mains, je le rappelle, on a fait une formation là-dessus, hein, je rappelle que le travail à 4 mains, c'est le praticien ne sort pas les yeux du champ opératoire. Et donc l'assistante anticipe tous les mouvements, et ce qui veut dire ça sous-entend qu'elle connaît parfaitement les protocoles opératoires. La stérilisation automatisée au maximum et aussi optimiser quand même l'efficacité administrative, où là aussi on a de plus en plus de tâches administratives face aux contraintes qu'on nous soumet. Et un des objectifs, c'est d'être optimal en termes administratifs. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout sous la main et toutes les tâches récurrentes de la secrétaire doivent être au maximum automatisées pour gagner du temps, la soulager et consacrer plus de temps au relationnel. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, je peux vous dire que l'IA, dans les années qui viennent, va bien nous aider à ce niveau-là. J'ai une question qui vient d'arriver avant que tu continues. C'est comment trouver un équilibre entre productivité, qualité de soins et sérénité de l'équipe? En fait, la réalité, si je veux être vraiment là aussi objectif, quoi, c'est très difficile. Oui. Et d'ailleurs, merci d'avoir posé la question parce que, à mes yeux, le sommet du professionnalisme, c'est la maîtrise des aspects cliniques et la maîtrise des aspects non cliniques. Donc, de l'organisation, de la gestion, de la communication. Mais tout cela demande beaucoup de patience parce que ce sont des vrais domaines, c'est de la science. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de magie. C'est pas quelque chose que, c'est pas une collection de trucs et astuces. Ça demande un apprentissage. Ça demande vraiment, et avec des paliers là aussi. Donc, c'est le cumul de la maîtrise clinique et de la maîtrise non clinique qui aboutit comme conséquence à une plus grande sérénité. Et je dirais qu'à un moment donné, il y a la maîtrise clinique devient un élément d'organisation. Je veux dire par là que si je regarde les meilleurs praticiens dans chaque domaine de notre profession, ben vous vous rendez compte que ce sont des gens qui vont très vite et pourtant qui travaillent parfaitement. Donc, pour nous, la vitesse de réalisation en conservant un haut niveau clinique, c'est un des objectifs à atteindre, mais qui est très difficile à avoir. Donc, la formation non clinique, les aspects non cliniques exigent une formation, pas uniquement du praticien, de l'ensemble de l'équipe. Parce que le praticien, il peut être au top du top. Si derrière, ça ne suit pas, évidemment, c'est un problème. J'ai eu le cas inverse, des assistantes au top du top, mais le praticien qui, en organisation, pouvait être complètement à la traîne, etc. Donc, il n'y a pas de… L'idée, c'est d'avoir une équipe organisée et une équipe communicante. Ça, pour moi, c'est une grande nouveauté dans notre profession. Et vous savez, ça fait 25 ans que je fais le métier de consultant, après avoir une longue activité de chirurgien-dentiste. Tous les jours, l'évolution de la profession me conforte dans l'idée que ces aspects non cliniques doivent fonctionner main dans la main avec les aspects cliniques. Et la vraie maîtrise de la profession, c'est la maîtrise de ces deux aspects. Je fais la différence entre profession et métier. Le métier, c'est la clinique. La profession, c'est le métier plus tout le reste de l'activité. Je ne sais pas si j'ai répondu là aussi. Hein. Je pense que tu as… Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Une réponse complète. Alors, je voudrais quand même qu'on fasse un petit peu de temps sur le labo. Non, il y a une question encore?
Non, vas-y, continue. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est d'optimiser le lien avec le laboratoire. Alors, le labo, pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas le voir comme un fournisseur. Il faut le voir comme un partenaire. Parce que c'est une collaboration du quotidien. C'est même pas comme j'allais dire, le fournisseur de matériel ou le. Non, c'est un prestataire avec lequel vous êtes en contact quotidien. Et donc, il y a un autre paramètre qui est clé, c'est que c'est un élément essentiel dans la réussite clinique. Et cette relation doit reposer, là aussi, sur des processus clairs, une communication précise et une compréhension mutuelle des besoins. Pour moi, le labo doit comprendre, doit connaître l'organisation du cabinet. Mais le cabinet doit également connaître en détail le fonctionnement du labo. Voilà, donc là, je vais aller un peu plus loin. Aussi, je vais dire, aidez votre labo à vous aider. Comment respecter les échéances convenues. Vous savez, vous avez un calendrier chez l'Abocast, donc l'idée, c'est vraiment de respecter les échéances convenues et de prévoir des marges raisonnables. Alors, j'imagine qu'il peut y avoir des urgences, mais ça doit vraiment rester de l'ordre de l'exception. Qualité de la communication. Là aussi, la plupart des problèmes que j'ai pu identifier entre le labo et les cabinets sont dus à une incompréhension sur la réalisation du travail. Donc, l'idée, c'est là, c'est encore beaucoup plus important d'être très clair dans vos attentes. Et tout à l'heure, je vois une diapositive où je dis, avec le labo, il vaut mieux surcommuniquer inutilement que sous-communiquer. Là aussi, dans cet ordre-là, souvent, nous, en tant que praticiens, on part du principe que quand on a écrit quelque chose, c'est évident. Non. Donc, surcommuniquer pour être certain que le labo comprenne bien. Ce qui fait une qualité de communication accrue ces dernières années, c'est aussi l'utilisation des logiciels, des caméras, où tout est protocolé, où tu dois remplir et cocher certaines cases qui donnent une constance dans la communication, qui permet de réduire ces taux d'incompréhension, de non-conformité entre le laboratoire et le praticien et le cabinet. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte de cela, et ce qui amène à des taux de non-conformité en prothèse qui sont réduits de quasiment du double, du simple au double. Et ça a été formidable d'utiliser ces outils, soit au travers des caméras intrabuccales et de leur plateforme, soit aussi de plateformes de commandes qui sont mis à disposition des praticiens. Juste après. Non, je ne l'ai pas mis là, mais j'en parle aussi. Après, il y a je suis obligé de vous laisser. En tout cas, merci pour tout. Et Edmond, on s'appellera demain matin tranquillement. Avec plaisir. Merci à tous les participants d'être présents. Alors, avoir une maîtrise des coûts, c'est comprendre les implications financières des demandes. Vous pouvez très bien demander quelque chose qui est inhabituel, mais il faut aussi entendre que cela peut impliquer des surcoûts supplémentaires. Et enfin, là aussi, avec l'Abocast, je pense que vous pouvez vous appuyer sur la garantie qui est offerte par le labo et donc ne pas hésiter à la faire fonctionner en cas de besoin. Donc, on rappelle quand même que les travaux sont garantis 3 ans et sur certains travaux d'implantologie, la garantie va aller jusque 15 ans. Donc, c'est un élément absolument capital et de sérénité pour les rapports avec nos patients. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est non seulement une sérénité entre le labo et le cabinet, mais aussi une sérénité entre le praticien et le patient. Là aussi. Absolument. Alors, le succès, pour moi, qualité, vitesse, prix, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un véritable partenariat et il est important de vraiment, comment dirais-je, inclure le labo dans son équipe de travail. À la limite, c'est l'équipe externe, si vous voulez. Et l'idée, c'est d'optimiser chacune des étapes du processus, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, comme je viens de le dire, vaut mieux surcommuniquer que sous-communiquer. Alors j'ai noté certaines choses. J'ai essayé d'identifier pourquoi ça pouvait coincer. Un des premiers points, c'est souvent les fiches qui sont mal remplies. En fait, les prescriptions sont incomplètes. C'est-à-dire, ça impose au cabinet, au labo
de rappeler le cabinet, de compléter les informations, ça entraîne des retards, etc. Donc là aussi, soyez extrêmement détaillés dans vos prescriptions. Parfois, la teinte est absente, donc là aussi, ça peut être embêtant, ou elle n'est pas suffisamment précise, donc là aussi, ça exige des ajustages, etc. Les délais ne sont pas alignés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on a pris rendez-vous avec le patient, on n'a pas tenu compte du calendrier qui était donné par le labo, et du coup, on a donné trop tôt, et ça peut obliger le cabinet à décommander le rendez-vous parce que le travail n'est pas encore là, etc. Donc là aussi, pareil, c'est la notion de temps improductif investi que j'ai énoncé tout à l'heure. Prenez le temps de bien comprendre le fonctionnement de votre labo. Peut-être que Labocast aussi pourrait encore surcommuniquer sur son mode de fonctionnement aussi. C'est intéressant de le rappeler. Du coup, on évite, si on respecte les délais, de se retrouver avec des tensions entre le labo et le cabinet. Là, je prends la parole une seconde parce que oui. J'ai retiré mon visage simplement pour vous mettre en place l'application qui a été mise en route depuis le début de l'année qui s'appelle MyLabocast. Sur Absolument. un simple téléphone, vous connaissez exactement l'état de votre commande, le moment où elle va vous être livrée, le montant des factures, etc. C'est-à-dire qu'avec un simple téléphone, vous avez toutes les informations qui habituellement, vous allez rechercher soit au téléphone, soit en communication, enfin bref, vous avez vraiment tout ce qu'il faut par cette application, le MyLabocast. Mettez-la en place. Je vous encourage fortement à y aller, même si c'est quelque chose de nouveau au départ. Quand c'est nouveau, on n'a pas trop l'habitude, on n'y va pas trop et tout. Mais allez-y, c'est un peu comme Amazon quelque part. Vous avez à tout moment le suivi de l'envoi de votre commande. Donc là, c'est très intéressant aussi de savoir exactement où vous en êtes. Et relié à ça, c'est le dernier point, c'est quand il y a plusieurs canaux de communication. C'est qu'on a un mail, on a des SMS, on a le WhatsApp. Moi, je vous invite à utiliser au maximum le MyLabocast. Parce que là, vous n'aurez demain plus qu'un seul canal de communication. Alors, si vous ne voulez pas l'utiliser, n'utilisez qu'un seul mail. Ça peut être le mail perso du praticien ou ça peut être le mail du cabinet, peu importe, mais que le labo sache quel est le seul mail sur lequel il doit communiquer avec vous. Souvent, ça, c'est des problèmes du bête, mais qui génèrent beaucoup de stress. Alors, standardiser, je vais passer assez vite, hein, ça vous connaissez mieux que moi. Donc, la fiche labo, pour moi, elle doit être vraiment détaillée avec… je ne serais pas contre l'idée de systématiser les photos, mais bon, ça n'est pas toujours possible. Idéalement, si vous pouvez avoir une photo macro des dents lorsqu'il y a des travaux esthétiques, c'est pas mal. L'idée aussi, c'est d'avoir une prise de teinte sous éclairage standardisé, mais ça, vous connaissez mieux que moi. Pareil, après, il y a les délais, les dates d'envoi, les dates de retour souhaitées. Et si vous voulez, vous pouvez vous donner une marge de sécurité par rapport au patient. Et donc, je rappelle une chose, c'est que à chaque envoi de prothèse, qu'elle soit sous forme numérisée ou encore en analogique, le praticien reçoit un mail de réception. C'est-à-dire que si dans les 24 ou 48 heures, le mail de réception n'est pas là, ben, c'est que l'empreinte, soit elle n'est pas arrivée, soit elle n'a pas été traitée, enfin il s'est passé quelque chose. N'attendons pas la date limite du rendez-vous pour s'informer de ce qu'est devenu cette commande. Cette commande, si on n'a pas reçu ce fameux mail disant qu'on l'a bien reçu au laboratoire, ben c'est qu'elle est passée à l'as, ou elle n'est pas arrivée, ou il y a un problème en tous les cas. Non, mais j'insiste sur l'idée d'utiliser le canal unique. Et voilà, tu vois, j'ai marqué MyLabocast aussi. Je pense que c'est des moyens modernes de communication aujourd'hui. Et effectivement, organisez-vous comme vous voulez, mais n'utilisez qu'un seul canal de communication pour fonctionner avec le labo. Alors, certains, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi à quelques rituels qui feraient gagner du temps dans l'organisation de la journée de travail. Ce qui est important, c'est peut-être faire un point hebdomadaire avec votre labo pour voir où on est, où en sont. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'assistante, ça peut être quelqu'un que vous désignez dans le cabinet pour faire le point sur l'ensemble des travaux en cours et planifier les prochains cas. Si vous pouvez, envoyer systématiquement les photos. Nous, en fait, vous savez que chez Binas, on a beaucoup de cabinets d'orthodontie
Et vous vous rendez compte que chez les orthos, la documentation photo, elle est de base, de base, de base. C'est-à-dire qui que ce soit, on prend tout de suite un statut photo avec des profils de face, etc. Là, si vous prenez cette habitude de systématiser les photos, ben, je peux vous dire que ça facilitera le travail du labo. Donc, je répète. Avec tous les problèmes médico-légaux, ça va devenir quasiment indispensable. Hein. Bien sûr, oui. Et on ne peut pas aller contre le sens de l'histoire. C'est une grosse tendance. Vous voyez, c'est une très grosse tendance. Donc là, je reviens toujours sur le MyLabocast ou le site. Voilà. Et aussi, attention, comme a dit tout à l'heure Greg Grégory sur les scans des caméras intrabuccales, standardiser la nomenclature des fichiers, mais ça, je pense que c'est déjà fait. Donc voilà, quelques petites recommandations pour mettre en place. La notion du point hebdomadaire avec quelqu'un du cabinet pour faire le point sur l'ensemble des travaux en cours, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Et dans les cabinets que nous suivons, ça marche vraiment bien, quoi. Alors, on passe à autre chose. Allez, on va passer à autre chose parce que je vois que le temps passe. Et avoir l'esprit organisé, c'est ce que j'ai appelé avoir l'esprit tac-tac. C'est quoi l'esprit tac-tac? C'est une manière de penser et d'agir efficace et qui est orientée vers l'action immédiate, sans tergiversation, sans palabres, sans discussion. Tac-tac. Je fais les choses en 30 secondes. Là où, si je vais discuter pendant 5 minutes, je vais m'énerver plus qu'autre chose. C'est une attitude mentale claire, directe, précise, c'est-à-dire que dont le but, c'est le résultat. Un résultat, je ne parle pas du résultat financier, hein, je parle du résultat dans la résolution des problèmes. Hein. C'est-à-dire, voilà, un patient arrive, il est mécontent, vous savez reformuler la demande, l'assistante, la secrétaire sait reformuler et calmer le patient, tac, tac, tac. Si on doit un rendez-vous se décommande, tac, tac, je vais chercher dans ma liste de patients en attente pour voir qui je vais faire venir à la place du patient qui s'est décommandé, etc. Donc, je n'ai pas besoin de déranger le praticien. Je sais que mon travail, c'est de remplir le planning. Donc, l'idée, c'est d'encourager l'esprit tac-tac pour toutes les personnes de l'équipe. Et vous savez que certaines personnes n'ont pas cet esprit-là. Et c'est là que ça devient plus difficile. Mais sachez que ça peut s'apprendre. C'est un apprentissage là aussi. Donc, l'esprit organisé, c'est pour moi, chacun sait ce qu'il a à faire et le fait. On va droit au but, on ne tergiverse pas. Et au bout du compte, ça devient des réflexes automatiques. Et comme par hasard, ça fluidifie les tâches au quotidien. Là aussi, on évite de tergiverser. On agit, on tranche, on avance. Après, on arrive maintenant au stade où on va parler de la réunion du matin. Voilà. Bonne planification. Il y a deux choses. Réunion du matin, faire face aux imprévus. La réunion du matin, pour moi, c'est un des éléments, mais vraiment fondamentaux de notre méthode de travail chez Binas. Pas de réunion du matin, pas de coaching, pas de consulting, rien. Élimination, éliminer. Vous ne voulez pas mettre en place les réunions du matin, nous on le considère tellement important que c'est éliminatoire. Et tous les cabinets qui l'ont mis en place, il y en a quasiment, sauf problème, aucun qui ne fait marche arrière. C'est un tel gain de temps au cours de la journée, c'est un tel gain de sérénité que c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc, l'idée de ces réunions du matin, je rappelle, c'est de les réaliser avant l'arrivée du patient et ce n'est pas la peine qu'elle dure 3 quarts d'heure, hein, ni 20 minutes. Le minimum, c'est 7 minutes et le maximum, c'est 10 minutes. Hein. Donc, pour nous, idéalement, c'est le praticien assistant, mais si possible, c'est des secrétaires. Ça peut être également les personnes qui sont concernées par la gestion du planning. Alors voilà, 7 points, 7 minutes. Ça, c'est le minimum que doit comporter votre réunion du matin. 1, on passe en revue l'ensemble des patients de la journée et on identifie quels sont les risques potentiels et les points importants de la journée. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça. Ensuite, on définit qui fait quoi, qui va réaliser, qui est responsable de la stérilisation aujourd'hui, qui va réaliser les ententes financières avec les patients, qui doit descendre la poubelle, j'exagère, mais l'idée c'est qu'on définit qui fait quoi.
on vérifie que tout le matériel nécessaire à la réalisation des traitements est opérationnel avant de démarrer la journée. Et on regarde, y compris l'après-midi, de façon à ce qu'on ait le temps de se rattraper si jamais il y a le moins de bugs. Ensuite, il y a les urgences. Pardon, on identifie, pardon, là, j'ai fait un petit bug. Donc, l'idée, c'est d'identifier le praticien, indique dans sa journée de travail, en fonction des traitements qu'il voit sur son planning, à quel moment lui préfère que les urgences soient placées. C'est bien que l'assistante ne vient pas déranger le praticien en cours de journée. Elle a déjà 2 ou 3 plages qui ont été prédéfinies lors de cette réunion. Donc, elle vérifie, le praticien définit ses créneaux. On vérifie également si les travaux du labo sont arrivés pour la journée. On identifie les patients qui demandent une attention plus particulière, que ce soit parce que ce sont des patients qui sont phobiques, c'est des patients qui sont plus longs parce qu'ils sont handicapés, soit des patients qui sont atteints de ce que j'ai appelé la logorrhée, c'est-à-dire la logorrhée, c'est la diarrhée verbale, c'est des gens qui ne s'arrêtent jamais de parler, on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Donc l'idée, c'est vraiment de les anticiper, cela, et de trouver déjà des excuses pour ne pas les garder trop longtemps. Et enfin, comment faire passer les messages internes en rappelant auprès des équipes les informations importantes pour la journée. Donc ça, ce sont les 7 points pour nous que chaque cabinet devrait avoir au minimum. Alors, il peut y en avoir plus. Hein. Chez nous, on en a 12 à voir, mais ça, ce sont les 7 minimum à examiner au cours de la réunion du matin. Alors, certains mettent un minuteur en disant, regarde, voilà. Bon, voilà l'exemple de points forts de la journée. Voilà, pas la peine ce sont les points sensibles. Là aussi, c'est-à-dire que je ne vais pas noter tous les patients de la journée, je ne vais pas passer un temps infini sur chaque patient. Je ne passe du temps que sur les éléments notables. Sinon, ce n'est pas la peine. Hein. Alors, il y a des prérequis à l'efficacité de la réunion. D'abord, arriver 15 minutes minimum avant le premier patient. Vous savez comment ça se passe. Pas mal de praticiens arrivent alors que le patient est déjà installé sur le fauteuil. Hein. L'idée également, c'est de paramétrer correctement la durée des actes dans le logiciel, ce qui veut dire qu'il faut chronométrer ces actes pour que l'assistante ou la secrétaire ait une idée approximative de la durée. Certains réalisent même des fiches de durée d'acte, donc ça aussi, ça peut être pas mal. Et important aussi, pour éviter le retard dans la journée, c'est de bien distinguer le temps praticien, le temps assistante et le temps patient. Donc pour nous, le temps patient, c'est toujours 10 minutes de plus que le temps praticien. Parce qu'il faut bien dire bonjour, arriver, il y a l'accueil, il y a les encaissements, il y a la prise de rendez-vous. Donc le patient, il faut savoir qu'il va passer un certain temps en dehors de la salle de soins. Et donc vous devez intégrer ce temps hors salle de soins dans la prise de rendez-vous. Enfin, on va conclure sur les erreurs à éviter. Quelles sont les erreurs à éviter lors de la réunion du matin? J'ai dit 7 à 10 minutes max. Hein. Alors, par petites équipes, hein. C'est sûr que si vous êtes 5 praticiens, c'est chaque praticien avec son assistante. Hein. Évidemment, pas tous les praticiens ensemble. Hein. Donc, la réunion trop longue et on passe trop de temps à rentrer dans les détails de chaque patient. Et là, ça peut générer du retard. Alors, certains cabinets préfèrent 15 minutes. Vous pouvez mettre 15 minutes, mais si vous voulez, ne dépassez pas ces 15 minutes. C'est ça aussi. Trop vague, on n'est pas dans les détails, on perd l'attention et on reste flou. Il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'on décide, par exemple, que c'est important d'appeler le labo parce que le travail n'est pas encore arrivé. Et derrière, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que personne n'appelle le labo. Donc, il faut définir qui appelle le labo. Ensuite, pas de pilotage, c'est-à-dire pas de structure. On a toujours les mêmes problèmes qui reviennent et là, on ne règle rien du tout. Donc, il faut savoir que des réunions qui sont inefficaces démotivent l'équipe. Ils peuvent même aller jusqu'à compromettre la qualité des soins parce qu'en fait, ça génère plus de problèmes qu'autre chose. Ah oui, la gestion des imprévus. Voilà, la gestion des imprévus. Alors, déjà, l'un des points clés, c'est d'accepter l'idée que les imprévus font partie de l'activité normale
d'un cabinet. Une des plus grandes sources de stress, c'est quand le praticien voit son planning et que un imprévu arrive. Et là, ça y est, toute l'équipe stresse, etc. Mais non, c'est normal. Et votre équipe et vous-même devez être capable de réadapter votre planning en cas soit d'incident, soit d'un imprévu qui arrive. Alors, quand il y a un imprévu, il faut savoir le gérer. Il y a ce que j'ai appelé le code discret. Vous connaissez ça, non? Vous ne connaissez peut-être pas. Le code discret, c'est, on fait un pouce comme ça veut dire 1 minute, et on fait une pause avec le patient, et on se donne 1 minute avec l'assistante pour dire qu'est-ce qu'on fait, comment on réorganise la journée en fonction de l'imprévu auquel on est confronté. Et ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à décommander un patient qui était prévu pour un rendez-vous planifié, selon le degré de l'urgence ou de l'imprévu. Toujours avoir un plan B, important là aussi, c'est cette notion de souplesse. J'ai mon plan A, c'est la journée telle qu'elle est conçue, et je vous affirme, hein, ça peut arriver une fois par trimestre qu'une journée se déroule comme elle avait été prévue. Hein. Donc, toujours important pour ne pas être pris de court, d'avoir un plan B. C'est-à-dire toujours avoir du matériel en plus, toujours avoir des sets de secours au cas où un instrument tombe, etc. etc. Et posez-vous la question, pour prendre une décision, est-ce urgent et est-ce que ça a un impact sur le patient? Si ce n'est pas urgent, si ce n'est pas quelque chose qui est important ou grave pour le patient, je reporte. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un rendez-vous de contrôle pour un patient que je connais bien, qui vient depuis des années, il n'a aucune urgence dans la bouche, on sait qu'il a une très bonne hygiène, etc., je ne m'interdis pas de reporter ce rendez-vous-là pour pouvoir prendre une urgence et me permettre de soulager quelqu'un, etc. Mais attention, un point critique là aussi, c'est que si vous reportez un patient, vous le notez dans le dossier du patient et vous ne reportez jamais 2 fois le même patient. Parce que là, ça devient, c'est mépriser le patient en quelque sorte. Hein. Attention à ça. Donc, l'utilisation du code discret permet de réorganiser rapidement sans alarmer le patient. On ne va pas dire « Oh là là, comment on va faire? On ne s'en sort pas. » On garde évidemment toujours la tête froide devant le patient. Je rappelle toujours que le cabinet pour le patient, c'est Eurodisney. Hein. Et la préparation du plan B évite les interruptions prolongées. Alors, l'idée, c'est souplesse, polyvalence, gestion des embouteillages, c'est-à-dire que la réunion du matin peut assez facilement vous permettre d'identifier les points où on risque d'avoir des embouteillages. Et là, eh bien, on peut prendre des décisions de reporter, de décaler, d'annuler, etc. Donc, l'idée, c'est de maintenir la qualité constante des soins, même sous la pression du temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être capable, même si on est sous pression, d'être focalisé sur le respect des standards cliniques. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, nous, on recommande aujourd'hui d'avoir des temps minimum incompressible de réalisation de chaque acte. C'est-à-dire on définit un temps au-dessous duquel on considère que ce n'est pas possible de bien travailler pour réaliser une bio sur une 36, par exemple. Donc, à vous de définir quelle durée, hein, mais définir un temps minimum, ça vous permet de savoir si vous vous lancez dans le soin pour essayer de le finir ou si vous reportez l'acte à une séance supérieure, quitte à remplacer par la réalisation d'un autre acte plus court. Allez, on va finir par la communication. On est dans les temps, c'est parfait. Alors là, évidemment, hein, je vous ai dit tout à l'heure que la communication, c'est un domaine, c'est une science qui demande des années de pratique. Mais vraiment, j'ai voulu me focaliser sur, en 1 heure, je ne peux pas faire autrement, focaliser sur 3-4 points clés que je vous invite à mettre en place. D'abord, évidemment, la communication fluide et précise est une des clés de la synergie entre le praticien et l'assistant. Et là, le grand secret, c'est le même que pour le labo. Il vaut mieux surcommuniquer que sous-communiquer. Le plus grand problème en communication, ce sont les évidences. C'est-à-dire ce qui est évident pour vous n'est pas forcément pour la personne en face. Et autre chose,
c'est qu'une interaction efficace, ça projette une image extrêmement professionnelle aux yeux du patient. Et donc, ça permet de considérablement optimiser le travail clinique. 4 principes. Voilà les 4 principes que je voulais vous soumettre aujourd'hui. 1, c'était anticiper plutôt que réagir. Donc là aussi, un des rôles fondamentaux de l'assistante, voire de la secrétaire, je ne sais pas s'il y a des secrétaires ou des assistantes qui nous écoutent, mais le travail de la secrétaire ou de l'assistante, c'est l'anticipation. Le praticien, lui, doit anticiper la journée, mais l'assistante doit anticiper les besoins du praticien. Elle doit avoir un sixième sens plutôt, pas un deuxième sens, un sixième sens où elle doit sentir à quel moment elle doit agir pour anticiper ce qu'attend le praticien. Donc là aussi, anticiper, c'est l'une des bases du métier d'assistante de secrétaire et évidemment du praticien. Dire peu, mais dire clair. Et vous savez quoi? Chacun, vous, moi, quiconque, quand il parle, s'imagine qu'il est clair. Le problème, c'est que vous êtes clair pour vous, mais parfois, on n'est pas clair pour les autres. Et donc, l'idée, c'est de s'assurer que la personne en face a bien compris ce que vous lui avez demandé, expliqué. C'est la base du consentement éclairé avec le patient. S'assurer, pas de dire les risques et les bénéfices du traitement, c'est s'assurer que le patient a bien compris les risques et les bénéfices du traitement. Ce n'est absolument pas la même chose. Donc, l'idée, c'est dire peu, dire clair et ne pas se noyer dans un flot de paroles qui génère de la confusion dans l'esprit des autres. Alors, regardez plutôt que deviner. Alors, là aussi, ça, c'est beaucoup pour les assistantes, c'est observer attentivement, pour deviner, pour comprendre ce que veut le praticien. Et pour cela, c'est vraiment connaître ses petites manies quelque part. Bien connaître le fonctionnement du praticien de façon à pouvoir anticiper ses besoins. Et enfin, toujours anticiper, donc préparer le coup d'après. Voilà, par exemple, le praticien m'a demandé tel instrument, je connais bien mon protocole opératoire, je sais que l'instrument que je dois lui donner dans la suite, c'est l'instrument suivant. Et c'est clair pour tout le monde. Donc là aussi, préparer le coup d'après pour le praticien peut être anticiper la durée du prochain rendez-vous pour un travail qui est un peu compliqué. Donc, je suis toujours dans l'anticipation. Autre chose, il y a une méthode que les spécialistes appellent SCARE, qui est définir la situation clinique, clarifier le contexte, évaluer le contexte et enfin faire une demande. Donc, requête. La situation clinique, c'est par exemple expliquer quelle est la situation clinique. Voilà, comme composite, nous allons réaliser un composite avec une carrette distale, la digue est déjà posée. Donc, ce qui veut dire que dans l'absolu, à la réunion du matin, l'assistante a pu voir avant même que le patient arrive les actes que le praticien allait réaliser. Hein. Donc là aussi, si ce n'est pas le cas, on le vérifie et le praticien dicte ce qu'il va réaliser. Ensuite, on définit le contexte. Le contexte, ça peut être juste RAS. Si tout va bien, RAS, parfait. Ensuite, au cours du traitement, on définit, on évalue où on en est dans le traitement. Donc, la matrice est en place. OK, non problème. Et enfin, merci de me préparer le flow de la teinte que vous voulez, etc. Donc là aussi, c'est idéalement, avec peu de mots, être clair dans sa demande. Bon, je passe un peu rapidement, je suis d'accord, mais je voudrais finir dans les temps. En revanche, 3 fondamentaux d'une communication optimale. 1, c'est le respect du rôle et des compétences de chacun. Ça, c'est difficile de travailler avec une équipe où on a le sentiment que les personnes ne sont pas au niveau. Si elles ne sont pas au niveau et que vous êtes praticien, si c'est vous le titulaire, eh bien, c'est votre responsabilité, soit de former la personne, soit de la mentorer, c'est-à-dire de l'accompagner au quotidien pour expliquer ce que vous attendez. Mais si au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, vous voyez que les choses ne sont pas possibles, eh bien, vous avez aussi la responsabilité de dire on n'y arrive pas. Et donc, dans certains cas,
Ça peut aller jusqu'à se séparer, pourquoi pas, ou changer le poste de la personne au sein du cabinet. Mais on ne peut pas dire, je garde la personne, je ne la forme pas et je la critique du matin au soir. Ça n'est pas acceptable. Donc là aussi, vous ne pouvez pas avoir une cohésion d'équipe si il n'y a pas un minimum de confiance. La confiance vient également de la clarté des instructions. C'est-à-dire que les directives elles doivent être précises. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, l'écoute active, c'est à un moment donné savoir appuyer sur pause et absorber le ressenti de la personne en face. Ce n'est pas si facile quand on est dans le flux, dans le flow quotidien de l'activité. Enfin, on va terminer sur la communication non verbale. Là aussi, soyez attentifs à la communication non verbale de votre interlocuteur. Nous avons quoi dans la communication non verbale? On a d'abord les systèmes de signaux manuels. Par exemple, dans le quatre mains, vous pouvez avoir certains donnent mettent l'index en avant pour indiquer qu'ils veulent l'instrument suivant. Donc l'assistante est prête tout de suite. Donc ça, c'est pour les demandes les plus courantes. On peut être attentif aux expressions faciales. Le praticien peut indiquer d'un mouvement des yeux qu'il a besoin de l'instrument suivant. Et on maintient un contact visuel pour s'assurer qu'on a bien compris. Un simple hochement de tête peut indiquer de la part du praticien que l'assistante a bien compris ce qu'il veut. Enfin, je reviens pour finir sur la réunion d'équipe. Donc, le briefing du matin, je n'y reviens pas. Certains font des débriefings à la fin des traitements, pour les traitements complexes, évidemment, pour évaluer ce qui pourrait être amélioré dans les futures séances pour les mêmes types de procédés. Et enfin, il y a les réunions mensuelles où chaque mois, l'idée, c'est de renforcer la cohésion d'équipe en donnant toutes les informations nécessaires et qu'on n'a pas le temps de donner dans le rythme d'une journée de travail habituelle. Allez, conclusion, et on est absolument dans les temps. Je rappelle les 5 composantes clés qui vont faire que votre journée va être réussie. 1, la réunion du matin qui va vous donner la clarté et la visibilité. Je vais même jusqu'à dire que nous, on s'est rendu compte qu'il y a un lien direct entre la tenue de la réunion du matin et le retard en fin de journée. Réunion du matin, on finit à l'heure. Pas de réunion du matin, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de retard en fin de journée. En fin de journée. Laboratoire, fiabilité. C'est par une bonne communication et par des indications on ne peut plus clair. Rappelez-vous qu'avec le labo, mieux vaut surcommuniquer que sous-communiquer. La communication claire établit la confiance entre tous les acteurs, que ce soit le patient et le praticien, que ce soit entre le praticien et l'assistante, entre l'assistante et la secrétaire, entre le cabinet et le labo. Donc, la clarté de la communication, c'est vraiment la base de la confiance. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Donc, entraînez-vous, surveillez-vous, faites des petits jeux de rôle, même, pourquoi pas. Demandez à ce qu'on vous indique quand les choses ne sont pas claires. Et vous allez voir que ça peut être très intéressant si c'est réciproque. L'anticipation, on va vous donner la fluidité. Ça, ce sont les réunions du matin. Et enfin, les systèmes apporteront la sérénité. Et voilà, je pense qu'on a fini absolument dans les temps. Je vous remercie. S'il y a des questions encore, moi j'ai un peu de temps. J'avais une question. Mon visage a disparu. Voilà, ça y est, je viens de le retrouver. J'avais une question, mais tu y je vais enlever, je vais couper peut-être je coupe le partage d'écran. C'est comme tu le sens, au moins tu reverras ton visage. Oui. Allez. Donc là, j'avais une question qui était en fait, quelle serait la journée idéale d'un dentiste à partir du 18 septembre 2026? Et je pense qu'effectivement, ta conclusion était d'emblée la réponse à cette question. Tu penses? Je dis quelle serait la journée idéale d'un dentiste à partir du 18 septembre 2025. Et je te Tu parles du 18 septembre ou bien? Oui, à partir de demain, c'est-à-dire après notre webinaire. Alors, après avoir suivi le conseil. Ah oui, non, parce que le 18 septembre, c'est journée de grève. Donc, c'est à ça que je pensais. Parce que figurez-vous, alors vous allez rire, on a quand même 2 cabinets qui nous ont appelés affolés en disant nos assistantes font grève.
Ça fait partie des Donc, rapports sociaux. moi, j'insiste. Non, vraiment, un des points, franchement, c'est vraiment essayez au moins la réunion du matin. Essayez. Ce n'est pas si compliqué que ça. Après, ça demande un peu d'attention. Alors, évidemment, ça va demander aux praticiens de venir à l'heure, un peu plus tôt. Donc, on peut même décaler l'heure du premier rendez-vous, parce que c'est pris sur le temps de travail, évidemment. Donc, on peut décaler un petit peu l'heure du premier rendez-vous. Mais ça, je dirais que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein. Nous, on a le recul sur plus de 25 ans de pratique. Honnêtement, ça change la journée. Ça change vraiment la journée. Après, soyez clairs dans vos fiches avec le labo de prothèse. Ensuite, autre chose, essayez de bien structurer l'agenda. La structure de l'agenda est essentielle et n'oubliez pas de rajouter les 10 minutes temps patient. Parce que le temps qui est sur le logiciel, la durée du rendez-vous noté sur le logiciel, c'est la durée du temps praticien. Donc, normalement, il faut ajouter 10 minutes de temps patient. Et d'ailleurs, c'est mieux pour lui. Pourquoi? Parce que, d'abord, si vous prenez vous-même 5 minutes de retard, il aura prévu plus large. Alors que si on est trop juste, eh ben, on a planifié, on est en retard. Et s'il a un rendez-vous derrière, il va être stressé. Donc, prévoyez plutôt plus large. Moi, j'en ai même qui donnent plus de battements encore hein, aux patients. Donc là aussi, et quoi encore qui est très important? Non, c'est cette notion d'anticipation. Non, l'anticipation, c'est la base de tout. Je pense qu'on a un métier d'anticipation. Et je suis stupéfait de voir que beaucoup de praticiens et beaucoup d'assistants n'ont pas ce réflexe, en fait, encore. Ok, voilà. Edmond, écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier au nom du laboratoire. En attendant avec impatience le prochain. On a encore passé une soirée avec beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui vont permettre à nos confrères et nos consoeurs de pouvoir un petit peu se structurer, s'organiser et éviter effectivement le stress de ce métier. Merci à vous. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais franchement, là, j'essaie de vous donner un maximum d'infos pratiques. Merci infiniment. En tous les cas, on a eu tous nos participants qui sont pratiquement restés fidèles du début à la fin. Ça me fait très plaisir. Merci à vous. Ça, c'est un point positif en général, c'est que tu ne les as pas perdus. C'est déjà bien. D'accord. À bientôt. Bye bye. Au revoir.